Merci beaucoup donc, à Delphine Diaz d'être notre invitée pour ce qui doit être la quatrième ou la cinquième session de ce nouveau séminaire, webinaire Parlons Migration, organisé donc, par l'Institut Convergence Migration. Et donc merci d'être là en ligne pour assister à cette présentation de Delphine Diaz. Alors juste avant de la présenter, j'explique comment fonctionne ce webinaire pour ceux qui n'en seraient pas familiers. Donc, le principe, ça dure 1 heure tout compris. Donc, on s'arrêtera à 13h30. Je vais brièvement présenter notre invité, puis lui laisser la parole pour une quarantaine, 45 minutes. À la suite de quoi, on aura une séance de discussion qui est prévue sur le mode de la discussion écrite, c'est-à-dire vous êtes invité à utiliser pour vos questions le module Q&R qui doit être en bas de votre écran Zoom, de poser vos questions à n'importe quel moment de la présentation. Et donc, je me ferai votre relais à la fin, pendant la session de discussion avec Delphine Diaz. Donc Delphine Diaz, je la présente, même si je pense que vous êtes nombreux à la connaître, tant elle est importante à la fois dans le champ et dans l'Institut des migrations. Elle est maîtresse de conférences à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et membre de l'Institut universitaire de France. Elle est spécialiste de l'accueil, de l'asile des réfugiés politiques essentiellement au XIXe siècle. Elle est l'auteur en particulier d'une thèse qui a été publiée en 2014 sous le titre « Un asile pour tous les peuples, exilés et réfugiés étrangers en France au cours du 1er XIXe siècle ». Et depuis cette thèse, elle n'a cessé d'approfondir cette recherche sur l'histoire de l'asile, à la fois en France et en Europe, à la fois par des travaux personnels et par des recherches collectives qu'elle a menées, en particulier le programme Asile Europe 19, auquel j'ai eu le plaisir de participer, ainsi qu'un certain nombre de gens qui sont présents ici et que je remercie d'être là. Ce programme, donc, qui a débouché sur des publications, je ne vais pas toutes vous citer, mais je voudrais quand même vous citer le livre de synthèse qui en est issu, qui a été publié à la fois en français aux presses de la Sorbonne et en anglais chez De Gruyters sous le titre Banished, qui porte donc sur l'histoire de l'asile dans l'Europe du XIXe siècle. Ce programme trouve un prolongement que je cite aussi parce qu'il se fait vraiment dans le cadre de l'Institut Convergence Migration, dans le cadre du programme Femmes Exil, qui s'intéresse plus spécifiquement à la question du genre et de la famille dans l'histoire de l'accueil des exilés au XIXe siècle, et a donné lieu à des publications, en particulier un dossier dans la revue d'histoire du XIXe siècle, intitulé, j'ai seulement le titre sous les yeux de l'introduction, dans l'intimité de l'exil, mais peu importe, sur l'intimité de l'exil, et un dossier à paraître très prochainement dans la revue Diaspora sur femmes et genre dans l'exil au XIXe siècle. Et donc, si Delphine Diaz est spécialiste du XIXe siècle au sens large, le livre dont elle vient nous parler est un ouvrage plus ambitieux par sa chronologie, puisqu'il porte sur l'ensemble de l'histoire européenne depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Il est paru à la fin de l'an dernier chez Gallimard, en folio inédit Histoire, sous le titre « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ». Il s'agit à la fois d'un livre de synthèse qui brasse une quantité très importante de sources, de catégories de migration, et à la fois, malgré tout, d'un ouvrage qui permet de restituer des recherches originales sur lesquelles donc, elle va nous parler pendant les 40 minutes qui viennent. Donc, merci encore, Delphine, d'être parmi nous, et je te cède la parole pour 3/4 d'heure. Et merci beaucoup, et puis merci aux auditeurs qui nous suivent. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon livre « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe à nos jours », qui est donc un inédit de la collection Folio Histoire inédit et qui a été publié sous la direction de Martine Allaire aux éditions Gallimard. Alors, je suis très heureuse vraiment de présenter aujourd'hui cet ouvrage dans le cadre du séminaire en ligne de l'Institut Convergence Migration, donc
le webinaire Parlons Migration. Et je profite de ce temps de présentation aussi pour dire combien je suis reconnaissante à l'Institut Convergence Migration de m'avoir accueillie comme membre, comme fellow, comme on dit, depuis 2018. Donc, c'est un livre qui a vraiment beaucoup bénéficié des discussions collectives menées au sein de cet institut, menées avec des collègues, qu'il s'agisse d'historiens 19e comme Antonin Durand, que je remercie vraiment pour son invitation, ou encore Sylvie April. Mais grâce à cet institut, j'ai aussi pu bénéficier du regard d'historiennes 20e, comme par exemple Marianne Amar, ou également du regard de géographes des migrations, en particulier Camille Schmoll, qu'elles en soient ici remerciées. Alors, je vais vous présenter ici un livre d'histoire qui est un livre d'histoire assez classique dans son approche, puisqu'il suit une... alors, je vais juste d'abord vous présenter les choses à travers ce PowerPoint qui permet de donner chair à distance à cet ouvrage avec cette couverture. Donc, je présente ici un ouvrage qui est un ouvrage assez classique dans son approche, puisqu'il suit une progression chronologique, donc un ouvrage historique, mais qui s'appuie aussi sur les acquis d'autres sciences sociales qui sont bien représentées au sein de cet Institut Convergence Migration, notamment la linguistique, la sociolinguistique, pour comprendre l'usage des mots qui renvoient à la migration, mais aussi la géographie, avec une attention qui est prêtée à l'inscription des mobilités dans l'espace, mais aussi la sociologie. Les apports se lisent aussi dans l'intérêt porté aux catégories sociales concernées ou non concernées par la migration contrainte. Alors, faire l'histoire de l'exil, c'est nécessairement s'appuyer sur ces multiples acquis de ces disciplines, tant les migrations sont devenues des carrefours disciplinaires, en quelque sorte des hotspots des sciences sociales. Et dans cet ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, je tente de réconcilier deux façons d'aborder l'histoire de l'exil et de l'asile. Une histoire qu'on peut qualifier d'histoire par le haut, qui s'intéresse avant tout aux politiques mises en œuvre par les États pour accueillir, sélectionner, rejeter les exilés, dont certains seulement sont protégés comme étant des réfugiés. Et puis, par ailleurs, une histoire par le bas qui veut suivre au plus près les acteurs et les actrices des migrations contraintes en Europe. Cette Europe est entendue ici au sens large et l'époque contemporaine abordée également l'est aussi, puisque je vais de l'ère des révolutions à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et plus précisément jusqu'en 2020. Donc, je vais d'abord tenter de réinscrire cette publication dans un cheminement, même si j'irai vite sur cette partie introductive, puisque Antonin a déjà bien expliqué, je pense, ce cheminement qui m'a permis d'arriver à ce livre. Et puis, j'en viendrai à une présentation de la structure de l'ouvrage, en m'attardant sur certains temps forts et en retenant peut-être certains exemples frappants qui l'ont influencé, parfois aussi dérouté, un peu décentré également. Et puis, j'aimerais insister sur plusieurs fils rouges qui se sont tissés dans ce livre. Un livre qui est à la fois, comme le disait Antonin, une tentative de synthèse sur un vaste sujet, et puis aussi un essai d'histoire plus personnel. Enfin, dans un dernier temps, je terminerai peut-être sur les questions encore ouvertes, sur toutes les pistes que lance l'ouvrage, sans pouvoir toutes forcément les explorer, mais qui appellent nécessairement encore des travaux en histoire et en sciences sociales. Alors, en quelques mots seulement, rappeler peut-être le cheminement qui m'a conduite à cette publication. D'abord, redire que j'avais consacré ma thèse de doctorat en histoire à l'accueil donné aux exilés dans la France du 1er 19e siècle. Donc, il s'agissait aussi pour moi de m'interroger finalement sur une séquence chronologique relativement négligée par les premiers historiens de l'immigration et des migrations en France. Donc, une thèse qui a été publiée ensuite sous le titre « Un asile pour tous les peuples ». Et puis, par la suite, j'ai effectivement élargi mon enquête, européanisé mon enquête sur la question des réfugiés et de leur accueil dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Asile Europe 19, qui était financé par l'Agence nationale de la recherche, qui n'est plus actif aujourd'hui, mais qui a quand même laissé notamment plusieurs publications déjà mentionnées. Puis j'ajouterai aussi un site internet qui contient des ressources scientifiques et pédagogiques qui peuvent encore, je pense, être utiles à la fois aux chercheurs, aux enseignants. Et donc, c'est un programme qui visait justement
à ne pas se contenter d'une histoire franco-française de l'accueil, mais bien sûr élargir la problématique et l'espace envisagé à plusieurs états de transit, de réception des exilés, donc la France, la Grande-Bretagne, qui sont les pays attendus, mais aussi la Belgique, la Suisse, et puis beaucoup moins attendus comme espace de réception, les États italiens et l'Espagne. Donc il s'agissait à travers ce projet, focalisé sur le 19e siècle, hein, j'insiste, d'envisager de nouvelles approches, de nouvelles sources, et puis peu à peu, dans le cadre de ce programme, il m'a semblé, comme à d'autres également, qu'il y avait finalement assez peu d'ouvrages qui faisaient le lien entre la question de l'accueil et de l'asile au 19e et celle plus connue de l'asile au 20e siècle en Europe. Alors, sur chacun de ces siècles, il y avait assurément des ouvrages de grande qualité, extrêmement complets sur ces questions. Je pense, pour le 19e siècle, au livre de sur le siècle des exilés, par exemple. Mais rares étaient les ouvrages, finalement, qui essayaient d'appréhender l'ensemble de la période contemporaine et qui essaient de montrer à la fois les ruptures et les formes de continuité entre 19e et 20e siècle. Alors, parmi ces ouvrages qu'on peut citer, il y a notamment l'ouvrage de Michael Marus, Les Exclus, les réfugiés en Europe au XXe siècle, qui a été traduit en français sous ce titre en 1986. Donc, qui commence en fait son livre en disant que finalement, il n'y a pas vraiment de réfugiés au XIXe siècle, ce contre quoi je m'inscris bien sûr en faux. Et autre grande synthèse récente, on peut également citer le livre de Klaus Bade, qui est traduit en français en 2002, sous le titre « L'Europe en mouvement, la migration de la fin du XVIIIe siècle à nos jours », qui est une vraie somme, mais qui appréhende finalement l'ensemble des phénomènes migratoires, sans chercher forcément à distinguer la question de l'exil et la question de l'asile. Donc c'est dans ce paysage historiographique que ce projet de livre s'est formé, et il s'agissait donc à la fois d'écrire pour moi bien sûr un livre d'histoire évidemment, mais aussi de répondre à tout un ensemble d'enjeux du débat public et civique. C'est vraiment aussi le fruit de toutes les réflexions autour de ce qu'on a appelé de manière impropre depuis 2015 la crise des migrants, la crise migratoire, qu'il faut davantage qualifier de crise de l'asile ou de crise de l'hospitalité. Et il s'agissait aussi, c'était aussi pour moi un vrai enjeu de répondre à ces questions publiques et notamment de répondre aux contre-vérités qui touchent à la dimension historique des migrations qu'on voit très fréquemment véhiculées. Parmi ces contre-vérités, il y aurait l'idée que le continent européen n'aurait jamais connu autant de migrations qu'entre 2015 et 2020. Bon, on voit que l'actualité récente dément encore, bien sûr, cette contre-vérité. Autre idée, que le continent européen aurait toujours connu des migrations essentiellement intra-européennes d'exilés et de réfugiés et jamais d'exilés venus d'ailleurs. Là aussi, autre contre-vérité. Ou encore, effectivement, autre idée fausse, que la mondialisation des migrations aurait été quelque chose d'absolument récent, propre à l'histoire du temps présent. Donc, il s'agissait pour moi de répondre à ces enjeux finalement civiques également, en m'appuyant sur les derniers acquis de l'historiographie pour proposer des chiffres, proposer des données vérifiées sur ces migrations contraintes en Europe et vers l'Europe contemporaine, en essayant pour moi donc de les décrire aussi dans toute leur complexité. Alors, je vais en venir maintenant au soubassement de ce travail, les soubassements que sont les sources produites sur les exilés et sur les exils, qui sont très abondantes pour l'époque contemporaine, notamment parce que les émigrants, entre guillemets, les exilés, les réfugiés, ont fait l'objet de tout un ensemble de craintes. Ils ont beaucoup concentré l'attention, l'intérêt des autorités administratives en Europe. Donc, il y a une profusion des sources du contrôle. Mais il n'empêche que l'exil, malgré tout, reste en partie un objet partiellement insaisissable. Insaisissable parce que l'exil est une migration contrainte qui amène un individu ou un groupe à quitter un pays de manière précipitée, bien souvent à suivre un itinéraire qui n'était pas non plus prévu à l'avance, qui traverse de multiples espaces et parfois différents pays, et puis qui peut aboutir aussi, bien sûr, à des formes d'installation qui transforme peu à peu le réfugié en un immigré. Donc, toute cette complexité, effectivement, du phénomène même de l'exil, sa porosité aussi avec d'autres migrations qu'il s'agit de prendre en considération.
Et puis, il y a bien sûr le fait que l'exilé, souvent, part dans l'illégalité, dans la clandestinité, et c'est le cas aussi dès le XIXe siècle. Ici, je vous mets de manière un peu emblématique le passeport utilisé par Victor Hugo au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851. Donc, il prend l'identité, mais aussi le passeport et aussi la blouse d'un ouvrier typographe, Lanvin. Et donc là, ici, c'est son passeport qui est conservé à la maison de Victor Hugo. Et puis, bien sûr, au XXe siècle, le resserrement des contrôles aux frontières s'effectue, les frontières deviennent plus imperméables encore, même si là aussi les contrôles ne naissent pas au XXe siècle. Et donc, le fait que nous ayons affaire à des migrations qui s'effectuent souvent dans l'illégalité, ça explique que l'objet exil soit, par définition, difficile à suivre. Cet objet fait aussi les frais de phénomènes d'effacement. Effacement lié à la disparition des sources d'archives, effacement mémoriel également. Et c'est notamment ce qu'essaie de montrer aussi l'introduction de cet ouvrage en exil, qui commence justement par cette histoire d'effacement. Effacement des lieux de passage, notamment, des lieux de passage et des lieux de contention des exilés et des réfugiés, qu'on remonte au XIXe siècle ou qu'on aille vers le XXe siècle, plus connu de ce point de vue. Les exilés sont par définition, comme l'a écrit très justement Michael Marus, tombés dans les crevasses de l'histoire. Leur recensement exact est difficile ou parfois impossible en vertu justement des conditions dans lesquelles s'effectue le départ. Et puis ces chemins qu'ils empruntent sont souvent recouverts après leur passage, tandis que disparaissent, sont effacés les lieux dans lesquels ils ont été regroupés ou internés. Alors, si on remonte au XIXe siècle, c'est très parlant. Il n'y a plus aucun, effectivement, lieu de mémoire autour des espaces de contention des réfugiés de la France du XIXe siècle. Notamment, pensons au fait que la ville de Mâcon va voir passer presque 1 millier de réfugiés italiens. Et ça, bien sûr, il n'y a rien qui le dit dans l'espace public, qui le rappelle. Plus proche de nous, au XXe siècle, on peut penser aux camps d'internement durant la Grande Guerre, qui, là aussi, ont aussi concerné des effectifs encore plus importants et qui ont été totalement rendus invisibles, même si l'historien Jean-Claude Farcy a vraiment essayé de les mettre au jour. Et puis, dans une histoire plus récente encore, il y a bien sûr les camps de réfugiés indésirables, qui sont constitués à partir de 1938. Et ici, je vous présente donc une photographie du camp de Gurs aujourd'hui, qui a été à la fois un lieu d'internement pour les réfugiés républicains de la guerre civile espagnole, de femmes originaires d'Allemagne et d'Autriche, avant de devenir également un lieu d'internement pour des juifs étrangers victimes par la suite de déportation vers Auschwitz. Et ce qui est intéressant, c'est que les baraques qui avaient abrité les détenus ont été brûlées. Et donc, on a eu la forêt qui a repris ses droits sur cet espace marécageux où avait été construit à la hâte ce camp. Donc, une histoire de passage et aussi une histoire d'effacement qui se poursuit jusqu'à nos jours. Pensons au hangar de Sangatte, qui a été là aussi rasé après sa haute médiatisation pendant 3 ans, entre 1999 et 2002. Pensons aussi bien sûr à la jungle de Calais, plus proche encore de nous, ou encore au camp de Moria, sur l'île de Lesbos, où là, la destruction est aussi le fait des exilés, en signe également de protestation contre leurs conditions de vie indécentes dans le camp. Donc, il s'agit de résister à ce processus d'effacement des lieux de passage des exilés, un processus d'effacement, vous allez me dire, qui est absolument inhérent aux objets du passé, mais qui est encore plus marqué pour ce qui touche à l'histoire des réfugiés, des migrants, dont l'indignité a été théorisée par la philosophe Hannah Arendt, qui a elle-même vécu, on le sait, l'état du sans-État. Donc, pour ce faire, mon livre s'appuie sur des sources primaires, issues de divers pays de départ et de passage, qui permettent de faire cette histoire contemporaine des migrations contraintes. Alors d'abord, il y a les sources policières et administratives qui constituent vraiment un foisonnant massif de sources, puisque dès la fin du XVIIIe siècle et dès le début du XIXe siècle, la question de l'encadrement des flux de réfugiés étrangers se pose avec acuité. Dans le cas de la France, c'est par exemple sous la monarchie de Juillet que se constitue un bureau des réfugiés qui va observer
les mouvements de ces exilés auxquels on accorde parfois le titre de réfugié. Et puis, je puise aussi, bien sûr, dans les sources diplomatiques. Ici, je vous ai mis voilà, typiquement une correspondance diplomatique analysée dans les archives diplomatiques belges à Bruxelles. Les sources diplomatiques qui permettent aussi de montrer combien la question des déplacements de ces exilés et de réfugiés va devenir une question internationale de premier ordre qui mobilise les diplomaties, les capitales. Et ces pressions diplomatiques que peuvent susciter voilà, les circulations de réfugiés sont parfois la source également de changements dans les législations nationales. C'est le cas par exemple en Suisse. La Suisse est constamment finalement influencée dans sa politique d'asile par l'Empire d'Autriche, qui inspire souvent à bien des moments de l'histoire suisse des resserrements de sa politique d'accueil. Alors, par ailleurs, je sollicite aussi les archives laissées par les organisations internationales pour le XXe et le XXIe siècle, notamment, bien sûr, au premier chef d'abord, les archives de la Société des Nations à Genève, puisque c'est cette Société des Nations qui va être en charge du suivi des apatrides et qui va proposer de premières ébauches de réponses internationales à certaines crises des réfugiés avant la lettre. Et puis, bien sûr, évidemment, l'Organisation des Nations Unies qui lui succède après toute une succession d'États intermédiaires qui sont rappelés également dans l'ouvrage. À côté des archives publiques, donc celles des États, celles des organisations internationales, il y a aussi le recours à la presse qui est abondamment mobilisée alors, à travers souvent de courtes citations d'une analyse en profondeur d'un organe de presse en particulier. Pour moi, il s'agissait vraiment finalement de restituer aussi une sorte de bruit du monde et de m'attarder sur les représentations souvent ambivalentes que cristallisent les réfugiés à travers la presse. Pensons également que la presse n'est pas seulement finalement un reflet de la question des exils et des réfugiés, mais qu'elle est aussi finalement souvent le produit également d'une activité journalistique très intense des proscrits. Pensons notamment au cas de Marx, qui travaille d'arrache-pied pour 6 journaux différents durant son exil londonien dans les années 1850. Enfin, bien évidemment, l'histoire du refuge et de l'asile ne peut être comprise, à mon sens, sans les récits, sans les pièces de théâtre, sans les recueils de poèmes que nous ont laissés en héritage les grandes figures de proscrits. Alors, bien évidemment, les châtiments de Victor Hugo, que Hugo fait résonner à Jersey contre le Second Empire, sont absolument emblématiques, mais il y a bien d'autres grandes références qui nourrissent aussi, qui imprègnent aussi cette vision de l'exil européen pour le XXe siècle, notamment les romans d'Anna Segers sur la fuite des exilés anti-nazis ont été une source d'inspiration, mais également encore plus récemment d'autres types de sources littéraires, romans graphiques, bandes dessinées, je pense en particulier à Marjane Satrapi. Autant de sources classiques, archives, sources imprimées, sources littéraires, auxquelles j'ai aussi tenu à ajouter les fonds iconographiques que j'essaie dans la mesure du possible de solliciter. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir imprimer un petit cahier d'illustrations dans l'ouvrage que vous voyez ici. Alors, malheureusement, les illustrations sont un peu petites de taille, c'est la faute au format, on ne peut pas tout avoir, mais en tout cas, ces fonds iconographiques sont mobilisés. Et parmi ces images, j'ai essayé de recourir à des images classiques. Repensons encore à Hugo depuis le rocher des proscrits à Jersey, au milieu du XIXe siècle, ou encore pensons à des photographies de camps de réfugiés qui sont aussi font partie de l'imaginaire classique finalement de l'exil. Notamment, je pense à toutes les photographies du camp de Marienfeld près de Berlin, dans lesquelles il m'a fallu choisir tant les sources sont riches. Et puis, de manière un peu plus surprenante peut-être, d'autres images. Donc là, je vous en présente seulement 2 qui sont insérées dans le cahier et également commentées au fur et à mesure du texte. La première que vous voyez s'afficher, j'espère, est un dessin de style naïf réalisé par un enfant de 12 ans qui représente la situation des émigrés en Suisse durant la Révolution française. Donc des émigrés contre-révolutionnaires ou réputés contre-révolutionnaires qui émigrent en Suisse et qui sont ici
représenté par cet enfant de 12 ans, Lucas Vischer. Et puis, à droite, vous devriez voir également une carte postale datant, elle, des lendemains de la Grande Guerre, et qui représente le retour des réfugiés dans les Ardennes à travers une photographie des lieux dans lesquels ils sont réinstallés, donc des baraques, des baraquements sans eau courante, dans des conditions extrêmement difficiles. Alors pourquoi mettre en regard ces deux images? Parce qu'en fait, la première est produite par un enfant, et la deuxième, que j'ai trouvée aux archives départementales des Ardennes, est commentée par un enfant au dos de la carte postale qui raconte à l'un de ses correspondants ses conditions d'arrivée en tant que réfugié de retour dans son propre pays. Donc voilà pour ce qui est des sources que j'ai mobilisées. Je vais en venir maintenant un peu plus rapidement à la structure de l'ouvrage. Donc une structure qui suit un ordre chronologique, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, avec un découpage en 7 chapitres qui sont d'une longueur équivalente. C'était vraiment voulu, même si ces chapitres ne couvrent pas une période chronologique similaire. Alors, il s'agit de donner au lecteur des clés sur les temps forts, les scansions de l'exil en Europe et vers l'Europe. J'ai fait le choix de commencer ce récit avec la fin du XVIIIe siècle, un moment où les migrations de révolutionnaires et de contre-révolutionnaires s'amplifient, amènent les États-nations déjà constitués ou en voie de constitution à prendre position sur la question de l'accueil des exilés et des émigrés. Et en effet, le vocabulaire est important puisque c'est une époque où on observe cette disjonction entre l'émigration, entre guillemets, réputée contre-révolutionnaire et la proscription, autre terme de plus en plus utilisé, qui est aussi donc une expérience subie, mais également une arme que les libéraux, les patriotes vont utiliser à travers tout le XIXe siècle. On voit d'emblée, dès la présentation de ce premier chapitre, à quel point les termes comptent, à quel point le vocabulaire compte. De même qu'aujourd'hui, les discussions qu'on peut avoir autour du choix du mot d'exilé ou de migrant, de réfugié ou de migrant, eh bien, elles ont leur importance sur la façon dont on considère ces exils. Eh bien, de la même manière, dès le XVIIIe siècle, on ne parlera pas de la même manière d'un émigré ou d'un exilé et d'un proscrit, les émigrés étant rejetés souvent comme n'étant pas de vrais exilés et comme étant de potentiels traîtres à la patrie. On est également donc vraiment aussi dans une Europe de l'exil qui est aussi un vrai laboratoire lexical et dont on a encore aujourd'hui des héritages. Alors, je parle ici beaucoup du vocabulaire français, émigré, exilé, mais en réalité, j'essaie aussi de solliciter d'autres langues, en particulier l'anglais, où le refugee a longtemps été associé à la figure du huguenot, donc du protestant français contraint à l'exil à l'époque moderne, et où peu à peu, justement, à partir du XIXe siècle, le mot refugee en anglais va s'éloigner de ce référent et va adopter de nouvelles significations pour finalement renvoyer à toutes les personnes qui sont contraintes au départ de leur patrie. Alors vous voyez peut-être à travers ce découpage en cette grande partie, cette grand chapitre, que les bornes chronologiques que j'ai sélectionnées comme point de départ et point d'arrivée à chaque fois, eh bien, sont relativement classiques, épousent certaines des scansions de l'histoire politique, de l'histoire diplomatique du continent. C'est un petit peu inévitable. On va retrouver notamment le Congrès de Vienne en 1815. On va retrouver la victoire du nazisme en Allemagne en 1933, ou également la chute du mur de Berlin en 1989, qui permet pour moi d'entamer le chapitre final. Néanmoins, il y a d'autres points de bascule qui sont ici mis en lumière et qui ne sont peut-être pas tant attendus que cela. Je pense par exemple à la première guerre balkanique, qui est pour moi vraiment, plus encore que 1914, le point de départ d'une nouvelle ère en matière de migration contrainte. Première guerre balkanique, donc, qui commence en 1912, qui est un vrai tournant en matière d'exode de réfugiés, bien plus encore que l'été 1914, même si le début de la Grande Guerre va aussi mobiliser des civils, notamment les civils belges. Mais en effet, les guerres balkaniques
eh bien, projette au premier plan les populations civiles sur les routes de l'exil, hein, et comment finalement ces conflits armés à partir des guerres balkaniques vont changer aussi, hein, l'image classique du réfugié qui n'est plus seulement un opposant politique persécuté pour ses idées, mais aussi des civils, donc avec une part aussi de plus en plus importante de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Donc, c'était une manière pour moi aussi de décaler un petit peu le regard, de choisir ces dates qui sont peut-être un peu moins convenues dans l'histoire de l'exil et des réfugiés. On pourra bien sûr en discuter tout à l'heure. Alors, maintenant que j'ai présenté cette structure de l'ouvrage, je vais revenir peut-être sur certains des fils rouges que j'ai essayé de tisser à travers ce livre. Des fils rouges qui permettent aussi de dessiner certaines thématiques qui m'ont semblé importantes et également qui m'ont semblé répondre aussi à la nouveauté des historiographies en train de se faire sur la question de l'exil en Europe. Alors peut-être premier fil rouge, première ligne de force, si vous préférez, c'est donc la question du lexique et des catégories juridiques auxquelles ce lexique renvoie parfois. Donc vous l'avez compris peut-être depuis le début de mon intervention, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Il s'agit vraiment d'amener aussi le lecteur, historien ou non-historien, hein, puisque c'était aussi un livre qui voulait s'adresser, je ne sais pas si le pari sera tenu, mais qui voulait aussi s'adresser à un vaste public. Il s'agissait aussi de s'interroger sur les dénominations, les représentations relatives à ceux qu'on appelle donc les migrants, les émigrants, les exilés, les proscrits, les demandeurs d'asile, les réfugiés. J'insiste ici donc beaucoup sur ce vocabulaire en prenant appui alors essentiellement sur le vocabulaire français et britannique, hein, par manque là aussi de temps, de précision sur chacun des espaces traversés. Hein. Donc effectivement, avec un vocabulaire français et britannique qui va de plus en plus coïncider finalement, hein, puisqu'on voit que dans le cas britannique, le refugee s'élargit à tout un ensemble de personnes parties sur la contrainte. En France, le réfugié va davantage être associé finalement à une catégorie administrative, hein, l'appartenance au groupe des réfugiés signifiant l'attribution aussi aux réfugiés de secours, de formes d'assistance publique qu'on ne retrouve pas, ou du moins beaucoup moins, dans l'histoire britannique. Les mots d'exilé ou encore d'exile, exile en anglais ou également exulé en italien, qui sont intéressants parce que ce sont des mots qui vont aussi mettre l'accent sur l'aspect subjectif de l'exil, comment on se présente et comment on assume cette migration et comment on peut aussi en faire un motif de dignité, voire de fierté. Hein. Et donc, ça m'a semblé aussi important de beaucoup revenir sur ces mots. Et puis enfin, le dernier chapitre parle beaucoup également de ce mot de migrant, hein, migrants en anglais, qui, là, pour le coup, effectivement, l'anglais a beaucoup influencé le français dans la période très, très contemporaine pour parler de ces personnes en migration, hein, qui, effectivement, sont censées être dans une sorte de mouvement perpétuel qui ne s'arrête presque jamais, hein, selon la représentation et la connotation auquel nous renvoie l'emploi de ce terme à des personnes en situation d'exil. Donc, à travers le vocabulaire, il s'agit toujours aussi, hein, vous l'avez compris, de mêler une approche par le haut, hein, comment certains mots deviennent des catégories également utilisées par les autorités administratives. C'est le cas notamment en France, en Belgique ou en Suisse, par exemple, avec le mot français de réfugié, hein, et comment les acteurs s'appellent eux-mêmes, comment, quand on fait une histoire par le bas, on va aussi s'intéresser aux dénominations qui sont portées par les acteurs eux-mêmes. C'était en effet tout le défi de ce livre, concilier une étude des politiques d'asile et de rejet et une étude des réactions des sociétés d'accueil. Donc, je reviendrai peut-être un peu moins longtemps sur ce deuxième temps et ce deuxième fil rouge pour garder du temps pour la discussion. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était à la fois de voir les oscillations des politiques d'asile à travers également les lois, puisqu'il me semblait aussi important de restituer une chronologie de ces politiques d'asile ou de rejet, et puis, dans le même temps, de montrer que ces politiques ont été souvent aussi influencées par la société civile elle-même ou encore par les exilés eux-mêmes, qui n'ont pas hésité à rédiger des tribunes, à réagir à certaines
certains moments xénophobes qui ont pu les viser particulièrement dans l'histoire de l'Europe contemporaine. En effet, ce livre veut aussi faire entendre les voix des exilés eux-mêmes, faire entendre les voix des exilés eux-mêmes, ce qui suppose de retracer leurs itinéraires, de faire des portraits d'exilés. Et notamment, dans ces portraits d'exilés, il m'a semblé important qu'on retrouve certaines grandes figures très attendues. Alors, je reviens encore à Victor Hugo, puisque on va entendre sa voix résonner à travers une multitude de citations à travers le livre. Et puis, on va entendre sa voix également à la fois comme proscrit et à la fois comme défenseur des proscrits, puisque à la fin de sa vie, son dernier acte d'engagement public, c'est une prise de défense pour les émigrants juifs qui quittent les confins de l'Empire russe à partir des années 1880-90. Et donc, ici, voilà comment aussi on peut revenir sur certains portraits bien connus en les illustrant sous un nouveau jour. Mais bien sûr, comme c'est un livre qui ne traite pas uniquement de la France, vous l'avez bien compris, il s'agissait aussi de varier les voix, de varier les portraits, et également de chercher d'autres grandes figures d'exilés qui ont compté pour d'autres cultures nationales. Donc, je pense ici à un exemple qui est un peu développé dans le livre, c'est l'exemple de Karel Havlíček-Borovský dans l'Empire d'Autriche, entre 1851 et 1856. C'est un peu le Hugo de l'Empire d'Autriche à l'époque, qui d'ailleurs est en correspondance avec Hugo. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que cette figure de libéral va être expulsée de Prague, va vivre un exil intérieur qui est retracé de manière un peu schématique à travers cette carte que vous voyez ici s'afficher, et qui va porter là aussi une voix de proscrit à travers une presse d'exil, et qui va devenir un symbole, avec sa mort, donc des funérailles qui deviennent une véritable manifestation contre le néo-absolutisme impérial dans l'Empire d'Autriche. Alors vous me direz ici, je m'attarde sur des exemples d'exilés connus, célèbres, qui ont laissé des traces, qui ont laissé des écrits, qui ont laissé des romans, qui ont laissé des journaux d'exil, et qui viennent souvent, là aussi bien sûr, notons-le, des élites. Mais le but aussi de cet ouvrage, c'était bien sûr également de restituer l'historiographie actuelle, qui est très riche, sur les sans-voix, sur les membres des classes populaires en exil à travers l'époque contemporaine. Et donc, il s'agissait aussi pour moi de restituer, de faire entendre à bas bruit le murmure anonyme des sans-État, souvent dénigrés. Un murmure qui se détache en particulier de la lecture des pétitions qu'ils adressent aux autorités. Et là aussi, c'est un type de source qui revient de manière récurrente dans le livre et qui permet justement de faire d'entendre d'autres bribes d'existence en exil, et pas forcément celles que l'on attend, celles des exilés, des proscrits les plus célèbres. Également, il y avait pour moi aussi un enjeu de restituer une histoire matérielle de l'exil, une histoire des cultures matérielles en exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil au quotidien? Quels sont les objets qui symbolisent certaines formes de migration? Alors, dans le cas des réfugiés espagnols arrivant en France en 1939, c'est la couverture, la manta qui est jetée sur les épaules, qui devient l'objet symbolique par excellence de l'exil. Et si on progresse encore dans le temps, pour aboutir à l'époque très contemporaine, on peut dire que c'est davantage aujourd'hui le téléphone portable, à la fois GPS, boussole durant le voyage, moyen de contacter ses proches pendant la migration, qui est vraiment l'objet symbolique de cette culture matérielle des réfugiés. Et puis également, autre ligne de force, il s'agissait pour moi de faire entendre la voix d'acteurs et d'actrices relativement oubliés des migrations contraintes, même s'il a aussi une historiographie très dynamique en la matière, tend à les mettre au jour. Donc, bien sûr, les femmes, les enfants, les vieillards, et c'est aussi pour cela que j'ai choisi cette couverture pour le livre, représentant une femme espagnole républicaine qui porte dans sa main donc, un sac, mais également c'est son nouveau-né et 3 autres de ses enfants qui la suivent, puisqu'il s'agissait pour moi aussi, à travers tout l'ouvrage, et pas seulement, bien sûr, à travers la couverture, de dire que derrière l'assimilation un peu sommaire du réfugié à une figure d'homme d'âge jeune, engagé en politique et menacé pour ses idées,
eh bien, cette assimilation un peu sommaire doit être corrigée. Et je crois que l'actualité la plus récente, malheureusement, nous le prouve encore une fois. Alors, pour terminer maintenant, je serai très brève, rassure-toi Antonin, juste vous dire voilà, quelles sont peut-être les questions qui restent en suspens, et justement, ça, je les laisse comme cela, comme telles, comme ça on pourra en discuter peut-être par la suite. Première question, la façon d'articuler l'histoire européenne et l'histoire mondiale. Parce que faire l'histoire de l'exil en Europe, c'est nécessairement aussi faire une histoire d'exilés qui viennent d'ailleurs que l'Europe, ou d'exilés qui partent d'Europe et qui vont vers d'autres continents. Et donc ça, c'est vraiment une connexion aussi à l'histoire mondiale qu'on va retrouver à plusieurs reprises, hein, qui me semblait être importante de noter, même si je ne pouvais pas, dans le cadre de ce livre, aller plus loin parfois sur certains épisodes qui sont ainsi seulement évoqués. Autre question en suspens, peut-être, c'est l'articulation entre l'histoire de l'exil et l'histoire de l'asile, puisque j'ai vraiment délibérément voulu construire ce livre autour de la question surtout de l'exil, hein, c'est d'ailleurs le titre même de l'ouvrage, En exil, et pas forcément me limiter à celles et ceux qui sont juridiquement reconnus comme réfugiés, que ce soit par la loi d'un État ou que ce soit par le droit international ou le droit européen. Donc voilà, comment articuler ces deux questions, sachant qu'il y a tout un ensemble de motifs d'exil qui ne sont pas reconnus par le droit international. Et il suffit de penser aujourd'hui notamment à des questions aussi brûlantes que la question de l'exil environnemental, hein, qui n'est pas du tout reconnue en droit international, alors même que certainement, eh bien, ce sera aussi certainement un motif malheureusement de départ de plus en plus fréquent, hein, dans la contrainte qu'on peut imaginer dans les prochaines décennies. En conclusion, ou en guise de conclusion, hein, je voudrais insister sur le fait que ce livre ne voulait pas refermer l'histoire de l'exil et de l'asile dans l'Europe contemporaine, mais aussi suggérer des pistes de prolongement, d'approfondissement. C'est une histoire en mouvement et une histoire qui doit très vite être réactualisée, notamment pour la partie sur l'histoire du temps présent, hein, qu'on pense notamment aux conséquences de la prise de Kaboul à l'été 2021, aux pushbacks à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne qui nous ont occupés à l'automne dernier, ou encore, bien sûr, bien évidemment, aux 3 millions d'Ukrainiens qui fuient leur pays depuis le début de cette affreuse guerre, hein, le 24 février dernier. Donc, il y a aussi effectivement une volonté de ne pas laisser, de montrer que c'est une histoire en mouvement, qui ne se referme pas, et dans laquelle, effectivement, certains éléments du temps présent méritent d'être compris à l'aune de ce passé migratoire qui est un passé extrêmement riche. Et j'espère, en tout cas, avoir contribué à le rappeler par ce livre. Je vous remercie de votre attention et je m'arrête de parler. Merci infiniment, Delphine, à la fois pour cet exposé passionnant et pour nous avoir effectivement laissé le temps d'une discussion qui aura le temps d'être riche dans le quart d'heure qui nous reste. Donc, je vous rappelle le fonctionnement pour ceux qui voudraient poser des questions. Vous pouvez utiliser le module Q&R pour questions et réponses qui se situe en bas de votre écran. Et donc, c'est moi qui lirai vos questions ou qui les regrouperai s'il y en a beaucoup. Et s'il n'y en a pas beaucoup, le temps qu'elles se formulent, je vais peut-être lancer moi-même la discussion. Alors évidemment, la lecture du livre suscite encore plus de questions un volume de questions supérieur encore au livre lui-même, par définition. Et c'est pas facile de faire le tri entre tout ce qu'on aurait envie d'en dire. Peut-être j'aimerais revenir à la fois sur la dimension engagée du livre, sur laquelle tu as insisté dès le départ, en disant qu'il s'agissait d'un livre d'histoire, mais engagé dans le présent, et sur l'un des enjeux de cet engagement, qui est de lutter contre ce que tu as appelé l'effacement mémoriel, ou ce que j'ai pas noté le nom de l'historien qui utilisait cette métaphore de la crevasse. Mais du coup, j'aimerais que ce soit l'occasion de faire le lien avec une autre activité qui est la tienne, que je n'ai pas mentionnée en introduction, dont tu n'as pas reparlé, mais qui est celle du travail muséographique, puisque je le dis pour ceux qui sont à distance, Delphine est également à la fois l'une des rédactrices du rapport Boucheron-Romain Bertrand sur
le renouvellement du musée d'histoire de l'immigration et surtout l'une des actrices principales avec Camille Schmoll la refonte de l'exposition permanente du musée de l'immigration. Du coup, je me demande un petit peu comment ces deux projets s'articulent, à la fois dans le cadre du musée, évidemment, et puis peut-être de façon plus générale, parce que tu nous as bien montré que cette question de l'effacement, elle ne se limite pas au cas du musée, dans le cadre de la réflexion sur la patrimonialisation possible des lieux de l'exil, dont tu nous as bien montré qu'elle était encore loin d'être faite. Merci beaucoup, Antonin, pour cette question. Alors oui, en effet, je suis co-commissaire scientifique de la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui est à la Porte Dorée, au Palais de la Porte Dorée à Paris, dans le 12e arrondissement. Donc voilà, cette mission, cette vaste mission, je l'assume fort heureusement avec 3 autres collègues, donc Marianne Amar, Emmanuel Blanchard et Camille Schmoll. Et donc cette équipe de commissariat scientifique s'attache effectivement depuis 2020 à proposer un nouveau parcours qui permette, dans le cadre de ce musée à l'histoire extrêmement compliquée, de revoir effectivement l'histoire de l'immigration en France à l'époque contemporaine, puisque c'est vraiment la mission de ce musée, tout en l'ouvrant également finalement à une histoire plus large des migrations et des circulations, puisque cette historiographie a été effectivement très porteuse de renouvellement. Alors comment j'ai articulé cette mission-là qui est toujours en cours, puisque le parcours permanent va rouvrir effectivement au printemps 2023 seulement, donc c'est un travail encore en cours. Mais effectivement, ça a été pour moi un défi d'associer ces deux regards. Alors, ce n'est pas du tout le même objet, écrire un livre sur l'exil et puis proposer effectivement un parcours permanent sur l'histoire de l'immigration en France. Malgré tout, il y a eu quand même des points de recoupement entre ces deux formes d'activité scientifique, notamment tout simplement aussi parce que j'ai eu un rapport assez étroit avec les archives qui sont conservées dans ce musée, puisqu'il y a eu un ensemble de dons qui ont été faits par des familles au musée, et donc certains dons sont gardés pour l'instant dans les réserves du musée que j'ai pu là aussi parcourir. En particulier, il y a un exemple que j'ai développé dans le livre, qui est un exemple de réfugié dit russe, et là c'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi à l'histoire de l'Ukraine, puisqu'en réalité c'est un réfugié qui est né à Kiev, qui s'appelle Nicolas Vorontsov, donc qui est catégorisé comme russe alors même qu'il est né à Kiev, et il arrive en exil à Paris au milieu des années 1920, donc au lendemain effectivement de la guerre civile, et il arrive à Paris et donc se marie avec une autre réfugiée russe, et donc les archives familiales sont déposées au musée, et c'est vrai que par exemple, typiquement, je me suis inspirée de la fréquentation de ces archives pour restituer son itinéraire, d'autant plus que c'est très intéressant parce que, en l'occurrence, sa femme, on a les papiers donc, de Nicolas Vorontsov, mais sa femme, elle, laisse un carnet intime, donc, qui permet là aussi de restituer finalement une autre vision, la vision féminine qu'on n'a souvent pas retenue, et d'avoir une autre approche. Donc il y a cette dimension-là. Et puis effectivement, d'une manière plus générale, dans la problématisation de ma démarche, il y a aussi la volonté d'associer, comme tu le disais, ce travail scientifique qui est associé systématiquement à un travail sur la patrimonialisation. Qu'est-ce qu'on va choisir de patrimonialiser dans l'histoire de l'immigration et l'histoire des exils? Donc ça amène à des questions effectivement assez riches et pas toujours totalement fermées elles non plus. Voilà. En parlant de questions riches, il y a 2 questions qui sont apparues dans le chat et qui chacune mériterait certainement un développement assez long. Alors comme il nous reste encore un petit peu de temps, on va les traiter séparément, et peut-être si d'autres questions s'ajoutent, on les regroupera ensuite. Donc la première nous vient de Jennifer Bidet, je la lis. J'ai bien compris en quoi votre histoire de l'exil n'est pas une histoire de l'asile, mais selon quels critères peut-on isoler des migrations contraintes, identifiées comme des situations d'exil, et des migrations qui seraient non contraintes? En gros, comment avez-vous fait le tri entre exil et autres types de migration? Alors, c'est une très bonne question également, merci. Oui, alors comment faire le tri? Alors, je pense que là, on est typiquement face à une question qui obsède aussi les autorités administratives des pays de départ et d'accueil. Comment faire le tri entre ceux qu'on appelle au 19e siècle les émigrants, qu'on appelle aujourd'hui les migrants, et les vrais réfugiés, donc ceux qui seraient vraiment venus sous la contrainte,
sous la menace pesant sur leurs biens, sur leurs personnes, sur leurs familles. Et c'est une question vraiment qui obsède le débat sur la question de l'exil, aussi bien au XIXe siècle qu'aujourd'hui. Je pense par exemple au XIXe siècle, tout le grand mouvement migratoire venu justement de l'Empire, des confins de l'Empire russe, tous ces émigrants juifs qui ont fui les pogroms à partir de 1881-82, eh bien, on posait des questions similaires dans le débat public. On se demandait, est-ce qu'il s'agit vraiment pour eux de fuir une persécution ou est-ce qu'il s'agit de gens qui profitent de la situation, en quelque sorte, bien sûr, je reproduis les débats de l'époque, je ne les approprie pas, qui profitent de cette situation pour finalement trouver un avenir meilleur. Donc je pense que cette question-là du tri, elle se pose systématiquement. Alors moi, comme historienne de ces formes de migration, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de partir de la représentation qu'ont les acteurs de leur migration. C'est vraiment mon point de départ. Ce n'est pas tant finalement la catégorisation qui vient depuis le haut, donc qui vient de l'autorité administrative, quelle qu'elle soit, mais c'est la façon dont les acteurs présentent, expliquent, mettent en récit, mettent en image leur migration. Donc c'est comme ça vraiment que je suis partie, moi aussi, que dans mon travail, vraiment, je m'interroge sur la question de l'exil en partant de la façon dont les acteurs se présentent eux-mêmes. S'ils ne sont pas considérés comme réfugiés, mais qu'ils se vivent comme étant en exil, ils m'intéressent particulièrement. J'espère avoir répondu à cette vaste question en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, question vaste également et qui nous ramène à l'actualité de Laurent Dornel. Je la lis également. L'empathie actuelle pour celles et ceux qui fuient la guerre en Ukraine s'inscrit-elle dans une forme de continuité? Si oui, dans quelle mesure? Ou bien décèles-tu des éléments nouveaux, entre parenthèses, facteurs politiques, démocratie versus dictature, le poids de l'opinion publique, etc. Merci pour cette question également, cher Laurent, et merci de ta présence. Oui, c'est une question importante de savoir s'il y a des continuités entre cet élan de solidarité qui est quand même incroyable et tout à fait justifié envers les Ukrainiennes et les Ukrainiens en exil et d'autres épisodes historiques. C'est vrai que pour ma part, ayant beaucoup travaillé sur le premier 19e siècle et sur les années 1830, je suis vraiment frappée de la façon dont cette empathie pour les exilés ukrainiens résonne avec l'empathie qui a été celle pour les réfugiés polonais en Europe occidentale dans les années 1830. Donc des Polonais qui fuyaient, là encore, la répression russe, on ne se refait pas, mais qui ont bénéficié, là aussi, d'une forme de solidarité transnationale par le biais de la création de comités, d'associations, par la mise en place, effectivement, de tout un ensemble, de tout un réseau de sociétés qui se sont mise en contact pour aider les réfugiés polonais. Et je pense qu'il y a, bien sûr, il y a aussi tous ces précédents qu'il faut avoir en tête, notamment quand on pense au cas de la France, où la cause ukrainienne, finalement, résonne bien plus que la cause syrienne, quelques années plus tôt, alors même que les Syriens à Alep ont été également bombardés par la Russie de Poutine, rappelons-le malgré tout quand même. Donc, je crois qu'il y a des précédents historiques, géopolitiques qui expliquent aussi ces formes de solidarité ancienne. Et puis, également, il faut le dire, qu'il y a aussi d'autres critères moins avouables qui sont apparus à la fois dans le débat public. On pense notamment à certains tweets des membres du Rassemblement national qui n'ont pas hésité à opposer terme à terme, photo contre photo, les exilés ukrainiens blancs aux migrants, entre guillemets, syriens ou érythréens qui ont une autre couleur de peau. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas non plus négliger dans cet accueil à géométrie variable. Mais effectivement, il y a aussi bien sûr toute la dimension politique, la solidarité avec un pays victime de ces crimes de guerre insupportables qui joue évidemment, mais tout un ensemble de critères finalement, un écheveau assez complexe de critères, mais qui font écho quand même aussi avec notre histoire finalement. Alors, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. S'il n'y en a pas dans le chat, j'en ai encore plein, donc, mais je laisse un instant pour voir. Ah ben voilà, Marie Levent a une question juste à temps, donc je la lis. Serait-il possible de faire une histoire économique de l'Église c'est à cause de Marie Levent qui est spécialiste. Pardon, une histoire économique de l'exil, voire plus particulièrement des profits tirés de l'exil. Vous évoquez en effet les intérêts tirés de l'immigration par les États, notamment en termes de main-d'œuvre quand la période y est propice.
Je vois aussi la photo qui souligne l'importance du téléphone portable pour les populations déplacées. On pense aussi à la professionnalisation de l'aide aux exilés, au rôle économique des ONG dans certains Pays. pays, Ouais. voilà, pardon, ou à un autre niveau aux passeurs. Merci beaucoup, chère Marie, pour cette question. Oui, cette dimension économique, elle est évoquée peut-être en sous-main à plusieurs reprises pour montrer en effet que ces phénomènes d'exil ont aussi provoqué des phénomènes de réinsertion professionnelle pour les réfugiés, qui sont devenus parfois aussi des immigrés comme les autres, qui ont pu aussi finalement tirer profit, paradoxalement, de cette situation d'exil subie, pour en faire là aussi une forme d'occasion de se reconvertir, de trouver d'autres débouchés, de faire connaître ses activités à un plus large public. Donc ça, j'essaye un petit peu de le montrer pour le 19e siècle. Je dirais que pour le 20e siècle, les choses sont plus complexes néanmoins de ce point de vue-là, puisqu'il faut bien voir qu'on a été aussi face à un asile de plus en plus récalcitrant. Pensons aux années 1930 où les réfugiés anti-nazis provenant souvent de milieux aisés dans un premier temps, de professions intellectuelles et libérales, ont eu toutes les peines du monde justement à retrouver une place dans les sociétés des pays d'accueil lorsqu'ils n'étaient pas tout simplement expulsés ou déportés. Donc il y a aussi, je pense que c'est important d'avoir cette vision économique, ne pas avoir une vision trop enjolivante de l'exil comme potentialité de reconversion, même si ça a pu exister à de nombreuses reprises. Mais en effet, c'est une question importante et qui nous renvoie aussi précisément à ce qu'on disait tout à l'heure, à la suite de la question de Jennifer Bidet, sur le fait que ces exils ont pu aussi être interprétés comme des migrations économiques déguisées, tout simplement parce que, effectivement, ces émigrants, ces exilés trouvaient des formes d'opportunités professionnelles également. Et puis, en effet, cette question de la professionnalisation des intermédiaires de la migration est très importante. Je ne pense pas finalement en parler peut-être suffisamment à travers l'ouvrage, notamment la question de la mise en place de tous ces réseaux d'agents d'immigration qui vont aussi aider certains proscrits à passer les frontières, certains passeurs également, qui parfois, dès le 19e siècle, en réalité, s'en mettent plein les poches sur le dos des exilés. Donc une question qui résonne bien évidemment avec l'actualité du temps présent. Très bien, merci beaucoup Delphine de m'avoir à ce point facilité la tâche en ayant des réponses aussi calibrées à toutes ces questions, ce qui a permis, je l'espère, de ne frustrer personne. Il est 13h29, donc on arrive au bout. Pour terminer, je dois vous annoncer deux événements à venir liés à celui-ci. D'abord, dès la semaine prochaine, une nouvelle séance des rencontres médias-migration, la fabrique de l'opinion, qui sont organisées par l'Institut Convergence Migration et en particulier par Perrine Yavuz qui organise aussi ce séminaire Parlons Migration. Donc le mardi 22 mars prochain de 10h à 11h sur Zoom également, une discussion sur les polarisations politiques dans les médias et à l'université avec en particulier François Héran et Julia Cagé. Deuxième annonce de séance à venir, la prochaine séance du webinaire Parlons Migration, qui aura lieu le 21 avril, qui aura pour invité Behrouz Keyani et qui portera sur l'actualité de la migration afghane en direction de l'Europe. Toutes les informations pour les connexions se trouvent sur un lien que Perrine Yavuz vous met dans le chat et que vous retrouverez de toute façon sur le site de l'Institut Convergence Migration. Donc, merci encore, Delphine, de cette présentation passionnante. Merci au public d'être venu si nombreux et à très bientôt.